La fin du monde a toujours habité l'imagination humaine, non pas comme une explosion instantanée, mais comme un lent effilochement de tout ce que nous avons construit. Quand les gens parlent de l'apocalypse, ils imaginent souvent le feu, la cendre ou une punition divine. Mais en vérité, il ne s'agit pas de la disparition de la planète elle-même. La Terre demeurera. C'est la civilisation qui pourrait disparaître. L'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, a prouvé que même les espèces les plus dominantes peuvent s'évanouir en un clin d'œil cosmique. L'humanité n'est pas immunisée contre ce rythme. Chaque empire, chaque époque, chaque création que nous appelons progrès a son propre sablier qui s'écoule silencieusement. Si les dinosaures ont été anéantis par un astéroïde, notre fin pourrait venir de quelque chose de plus insidieux nous-mêmes. La science nous a donné l'intelligence, la technologie et la capacité d'altérer la nature. Mais elle nous a aussi donné les outils pour effacer tout ce que nous connaissons. Depuis le milieu du XXe siècle, les humains vivent sous une ombre de leur propre fabrication, l'ère nucléaire. Cela a commencé comme une expérience de physique et a fini comme une question permanente de moralité. Pour la première fois, l'extinction n'était pas un accident de la nature, mais un acte de choix. En 1947, des scientifiques de l'Université de Chicago ont introduit un symbole qui capturait cette anxiété, l'horloge de l'Apocalypse, Doomsday Clock. C'était une image simple, une horloge dont les aiguilles approchent de minuit, chaque minute représentant la distance de l'humanité face à son autodestruction. Minuit n'était pas une heure, c'était une idée, le point où l'ambition humaine basculait dans le suicide. À ses débuts, l'horloge se tenait à 7 minutes avant minuit, un avertissement façonné par les tensions croissantes du début de la guerre froide. Au fil des décennies, alors que les essais nucléaires secouaient la Safson, les îles et les déserts, que les bombes à hydrogène étaient construites et stockées, cette aiguille s'est rapprochée. Chaque ajustement racontait une histoire à la fois de progrès et de péril. Dans les années 50, le monde a été témoin de détonations nucléaires plus puissantes que tous les explosifs utilisés durant la Seconde Guerre mondiale réunis. Au début des années 60, la crise des missiles de Cuba a tiré l'horloge à portée de minuit, rappelant à tous que l'anéantissement pouvait arriver non pas par des monstres ou des météores, mais par la pression d'un simple bouton. Même lorsque la guerre froide a pris fin, la peur ne s'est pas estompée. Elle a seulement changé de forme, cachée sous des traités et des discours. Pourtant, les armes sont restées silencieusement prêtes. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre cette contradiction. Nous construisons ce qui peut nous sauver et ce qui peut nous détruire dans un même souffle. La religion avertissait autrefois que le jugement viendrait d'en haut. Maintenant, nous avons construit nos propres cieux de feu. Le livre de l'Apocalypse décrivait des étoiles tombant du ciel et brûlant la terre aujourd'hui. Cette prophétie semble moins divine et plus technologique. Un seul missile nucléaire, lancé depuis un sous-marin profondément enfoui sous le Pacifique, pourrait rendre cette vision réelle en moins de 30 minutes. Le concept de la fin n'est plus abstrait. Il a des coordonnées, des codes et un compte à rebours. En cette décennie, l'horloge de l'Apocalypse se tient juste quelques secondes avant minuit, plus proche que jamais en plus de 70 ans d'existence. Les scientifiques ne mesurent non plus la menace uniquement par les ogives, mais par l'effondrement climatique, l'intelligence artificielle et les armes biologiques, toutes des créations de notre propre intelligence. Ce n'est pas la nature qui se retourne contre nous, c'est la raison qui perd sa retenue. Voir l'horloge tourner, c'est être témoin de l'arrogance d'une espèce qui pensait pouvoir maîtriser l'atome sans se maîtriser elle-même. L'Apocalypse, alors, n'est pas un événement qui attend d'arriver, c'est un processus déjà en mouvement. Chaque expérience, chaque essai de missile, chaque satellite silencieux orbitant au-dessus de nous est un autre tour de cette fragile aiguille d'horloge. L'humanité vit entre ces secondes, essayant de prétendre que le temps peut être négocié. Mais le temps, comme la vérité, ne se marchande pas. L'Apocalypse n'arrive pas avec des sirènes d'alarme. Elle commence doucement dans les laboratoires, dans les discours politiques, dans les décisions justifiées comme étant de la défense. Et peut-être que l'ironie la plus cruelle est que la même intelligence qui rêvait de sauver le monde par la science pourrait un jour être la raison pour laquelle il n'y aura plus de monde à sauver.
Avant que l'humanité ne puisse craindre l'atome, elle a d'abord dû apprendre à le briser. Au début des années 40, alors que la Seconde Guerre mondiale consumait les continents, un groupe des scientifiques les plus brillants de l'histoire s'est réuni sous l'une des opérations les plus secrètes jamais conçues, le projet Manhattan. Dirigé par le général Leslie Groves et le physicien théoricien J. Robert Oppenheimer, cette alliance d'esprits américains, britanniques et canadiens cherchait à transformer la théorie en armement. Ce qui a commencé comme une curiosité pour l'énergie a rapidement évolué en une course pour façonner l'avenir de la guerre. Le premier succès est survenu dans les déserts du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945. Le test fut appelé Trinity. À 5h30 du matin, le désert s'est transformé en lumière du jour. L'explosion a libéré une énergie égale à 20 000 tonnes de TNT, faisant fondre le sable en verre et allumant une nouvelle ère de puissance humaine. Oppenheimer rappela plus tard des mots de la Bhagavad Gita. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » C'était à la fois une révélation et une confession, une phrase résonnant à travers chaque silo de missiles construits depuis. Seulement 3 semaines plus tard, le monde a vu cette puissance déchaînée sur des villes remplies de gens. Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay a largué la bombe à uranium Little Boy sur Hiroshima. La ville a disparu dans une colonne de feu. 70 000 vies se sont éteintes instantanément. 50 000 autres mouraient dans les semaines suivantes de brûlures et de radiations. Les ombres de ceux qui se tenaient en trop près de l'explosion furent gravées de façon permanente dans les murs de béton, une sorte de photographie négative de l'existence humaine. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe, Fat Man, tomba sur Nagasaki. Elle était à base de plutonium, encore plus puissante. L'explosion a rasé la vallée d'Urakami, tuant 75 000 autres personnes. Les hôpitaux sont devenus des tombeaux. Les survivants marchaient à travers les ruines avec la peau se détachant de leur corps, une procession silencieuse de ce que les scientifiques avaient appelé des effets collatéraux. Au moment où les champignons atomiques se sont dissipés, le Japon s'est rendu et l'humanité est entrée dans l'âge atomique. Le récit officiel prétendait que ces bombes avaient mis fin à la guerre. Mais sous le triomphe se cachait une vérité plus sombre. Le monde n'avait pas été témoin d'une victoire, mais d'une révélation. Pour la première fois, une nation avait démontré la capacité d'en effacer une autre. Le pouvoir des dieux était devenu mesurable, contrôlable et transportable par avion. Ce qui était autrefois un mythe est devenu un protocole. Dans les mois suivants, Hiroshima et Nagasaki, des débats internationaux ont commencé sur la moralité, la dissuasion et le nouveau fardeau de la science. La même énergie qui pouvait éclairer des villes pouvait aussi les vaporiser. Les gouvernements justifièrent la création de plus grands arsenaux comme une protection. Pourtant, chaque nouvelle arme rendait la protection elle-même impossible. La guerre froide est née de ce paradoxe. L'Union soviétique, refusant d'exister sous le monopole atomique américain, accéléra son propre programme. En 1949, les soviétiques ont fait exploser leur premier engin nucléaire et une horloge invisible a commencé à tourner pour la planète entière. La course nucléaire n'était pas seulement politique, elle était existentielle. Entre 1949 et 1962, plus de 500 essais nucléaires ont été menés au-dessus du sol et sous l'eau. Des îles entières furent sacrifiées. L'atoll de Bikini devint un désert de verre et de radiation. Les marins exposés aux explosions rentraient chez eux brillant de ce que les médecins appelaient alors des brûlures mystérieuses. Le Pacifique devint un laboratoire pour l'extinction. De retour aux États-Unis, l'optimisme atomique remplaçait la peur. Les enfants pratiquaient des exercices duck and cover. Les familles construisaient des abris anti-atomiques et les publicités vendaient des conserves étiquetées sans danger contre les radiations. La bombe est devenue à la fois un cauchemar et une marque, un symbole de progrès et de paranoïa. Même Hollywood a rejoint le récit, produisant des films qui brouillaient héroïsme et anéantissement. À travers tout cela, une question obsédante persistait. L'humanité avait-elle franchi une ligne dont elle ne pourrait jamais revenir ? Einstein, qui avait jadis exhorté Roosevelt à enquêter sur la recherche atomique, écrirait plus tard « Notre monde
fait face à une crise encore non reconnue par ceux qui possèdent le pouvoir de prendre des décisions pour lui. L'homme qui avait inspiré le chemin vers la bombe est devenu l'un de ses critiques les plus implacables. Il avertissait que la science sans conscience n'était rien d'autre que la ruine de l'âme. À partir de ce moment, l'ombre atomique s'est étendue sur chaque génération. Les images des ruines d'Hiroshima sont devenues des avertissements gravés dans la mémoire collective, nous rappelant que l'intelligence sans retenue peut transformer la connaissance en apocalypse. Le champignon atomique au-dessus du Japon était plus que la signature d'une arme. C'était un miroir reflétant ce dont les humains étaient capables lorsque la peur et l'orgueil l'emportaient sur la sagesse. Et bien que des décennies aient passé, le silence laissé par ces deux bombes bourdonne encore à l'intérieur de chaque réacteur, chaque silo de missiles, chaque test secret. La guerre a pris fin, mais l'horloge a commencé. Au moment où le monde entrait dans la 3e décennie du XXIe siècle, les armes nucléaires n'étaient plus seulement des symboles de dissuasion, elles étaient devenues des statistiques de survie. En l'an 2022, les analystes ont confirmé un total de 12 705 ogives nucléaires existant sur Terre. Derrière ce nombre se cachaient des décennies de rivalité politique, d'obsession scientifique et une peur persistante qu'un mauvais calcul puisse réécrire l'histoire humaine en quelques minutes. La Russie, héritant de l'arsenal de l'ex-Union soviétique, possédait 5 977 ogives, dont 1 588 étaient prêtes pour un lancement immédiat. Les États-Unis suivaient de près avec 5 088, en maintenant 1 750 en alerte active. La Chine en détenait environ 350, la France 290, le Royaume-Uni 225, le Pakistan 165, l'Inde 160 et Israël environ 90. Plusieurs autres nations, y compris l'Iran et la Corée du Nord, planaient au seuil un potentiel nucléaire sans confirmation ouverte. Sur le papier, ces chiffres semblaient promettre l'équilibre par la peur. Un équilibre fragile, connu sous le nom de destruction mutuelle assurée. La logique était froide mais claire. Si un État nucléaire attaquait, les représailles garantiraient l'anéantissement total des deux côtés. Dans cette sombre équation, la survie dépendait de la volonté de mourir. La paix existait non pas grâce à la confiance, mais grâce à la terreur. Chacune de ces ogives portait un rendement énergétique mesuré en kilotonnes ou mégatonnes, des unités si abstraites qu'elles déforment la compréhension. Un seul missile balistique intercontinental moderne pourrait libérer une force supérieure à toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale réunies. Une seule ogive explosant au-dessus de New York produirait des températures plus chaudes que la surface du Soleil, vaporisant tout dans un rayon de 2 miles. L'onde de choc aplatirait les bâtiments à travers les 5 arrondissements, tandis que les radiations se répandraient avec le vent, transformant des millions de survivants en condamnés. De tels chiffres ne sont pas des spéculations. Ce sont des calculs vérifiés par des décennies de tests et de modèles. Des déserts du Nevada aux champs gelés de la Nouvelle-Zambie, les données sont douloureusement cohérentes. Le feu nucléaire ne fait pas de discrimination. Chaque ville partage la même architecture de vulnérabilité métal, béton et chair s'effondrant en séquence. La dévastation ne s'arrête pas à l'explosion. Elle commence là. Au-delà du nombre brut d'ogives, se trouve une autre couche de danger, les systèmes de livraison. Des sous-marins armés de missiles Trident, des lanceurs mobiles cachés au fond des forêts et des bombardiers furtifs en veille perpétuelle, tous forment la triade de la dissuasion. Chacun opère indépendamment, garantissant que même si un système est détruit, les autres peuvent se riposter. C'est un réseau construit non pas pour empêcher la guerre, mais pour garantir que personne ne survive à son déclenchement. Économiquement, le maintien de ces arsenaux draine des milliards de dollars chaque année. Les États-Unis dépensent pas plus de 40 milliards par an pour la maintenance et la modernisation nucléaire. La Russie alloue environ la moitié de ce montant, malgré son économie en difficulté. Pourtant, tous deux justifient la dépense comme un investissement de défense, une expression qui semble raisonnable jusqu'à ce que l'on se souvienne contre quoi elle défend. L'extinction. Psychologiquement, l'existence de ces armes recable les sociétés. Les générations nées après la guerre froide vivent encore sous une pression invisible, leur paix quotidienne assurée par la disponibilité silencieuse d'ogives enfouies. L'idée que la civilisation pourrait disparaître en moins d'1 heure
n'est pas le sujet de la science-fiction, mais une ligne budgétaire militaire. C'est le paradoxe ultime de la vie moderne. La stabilité maintenue par des instruments du chaos. Philosophes et théologiens ont essayé d'interpréter cet équilibre comme une énigme morale. Certains y voient la preuve de la nature déchue de l'humanité, un écho de l'histoire biblique où la connaissance interdite apporte à la fois l'illumination et la ruine. D'autres appellent cela le résultat inévitable de l'évolution, l'intelligence non restreinte par l'empathie. L'horloge de l'Apocalypse, créée il y a 75 ans comme une métaphore, est devenue la chose la plus proche que nous ayons d'un artefact spirituel de la science, nous rappelant que le progrès sans humilité est indiscernable de la destruction. Chaque statistique sur un graphique, chaque identifiant de missile codé, chaque satellite qui suit les modèles de lancement fait partie de la même vérité. Notre survie dépend de la retenue, pas de la technologie. Les chiffres qui mesureront la destruction mesurent aussi combien de fois il nous reste en notre propre raison. L'humanité a maîtrisé l'atome, mais pas l'impulsion qui l'a créé. Si le siècle précédent a été défini par la découverte de l'énergie nucléaire, celui-ci est défini par la lutte pour l'oublier. Pourtant, les mathématiques demeurent, gravées dans la réalité mondiale. 12 705 ogives, chacune étant un battement de cœur dans le compte à rebours de la civilisation. La question n'est pas de savoir si elles seront jamais utilisées, mais si nous pouvons vivre indéfiniment en sachant qu'elles existent. Si la guerre nucléaire commence un jour, elle ne débutera pas par le tonnerre des missiles, mais par le silence le genre qui vit à l'intérieur des écrans d'ordinateur et des codes cryptés. Un avertissement pourrait clignoter quelque part au fond d'un centre de défense. Un technicien radar pourrait confondre la lumière du soleil avec une frappe entrante. Et de ce seul malentendu, une réaction en chaîne commencerait. La structure de la guerre nucléaire est mathématique, précise et impitoyable. Une fois le premier ordre donné, il ne reste plus d'humain pour l'arrêter. Les experts classent un tel conflit en 2 niveaux, limité et total. Un échange nucléaire limité pourrait impliquer des ogives tactiques sur des champs de bataille isolés, peut-être une frappe sur une base militaire ou une flotte ennemie. Cela tuerait des dizaines de milliers de personnes en quelques secondes. Pourtant même, cette limite est une illusion. Au moment où un camp lance, l'autre doit répondre, car l'hésitation signifie l'extinction. Ainsi, une petite étincelle devient un brasier mondial. À l'ère des missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, le temps lui-même devient l'ennemi. Ces missiles voyagent à plus de 20 fois la vitesse du son, traversant les océans en moins de 30 minutes. Les États-Unis maintiennent leur système Minuteman, enfoui sous les plaines du Dakota du Nord et du Montana. L'homologue de la Russie, le Topol-M, se cache au fond des forêts, se déplaçant constamment pour éviter la détection. Des sous-marins transportant des missiles Trident ou Bulava patrouillent sous l'Arctique, invisibles et silencieux, capables de lancer de n'importe où sur Terre. Ensemble, ils forment ce que les stratèges appellent la triade nucléaire terre, air et mer, chacun conçu pour garantir qu'aucune attaque ne puisse rester sans réponse. Dans cette architecture de destruction, même une fausse alerte peut déclencher la catastrophe. L'histoire offre des cas limites. En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba a amené le monde à quelques heures de l'anéantissement. En 1983, l'officier soviétique Stanislav Petrov a reçu un signal indiquant que 5 missiles américains arrivaient. Son instinct lui a dit que c'était un dysfonctionnement et il a refusé de le signaler comme une attaque. Il avait raison, mais s'il avait obéi au protocole, les représailles auraient enfin mis fin à la civilisation avant l'aube. L'humanité doit sa survie continue au scepticisme d'un seul homme. Une confrontation nucléaire moderne se déroulerait plus vite que la compréhension. Quelques minutes après la détection, les satellites d'alerte précoce alerteraient vers les centres de commandement. Le président ou son homologue russe recevrait un briefing crypté et une fenêtre étroite pas plus de quelques minutes pour décider si l'alerte est authentique. Les ordres de représailles seraient transmis par des lignes de communication renforcées aux silos de missiles, aux sous-marins et aux bases aériennes. À partir de là, le système fonctionne de manière automatisée. Même si les dirigeants sont tués lors de la première frappe, des séquences de représailles préprogrammées, connues sous le nom de système de la main morte, garantiraient que l'ennemi soit détruit. Une fois engagé, il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt.
Les premières détonations viseraient des endroits stratégiques capitaux, bunkers de commandement et réseaux de défense aérienne. En quelques secondes, les réseaux électriques s'effondrent, les satellites s'aveuglent et la communication cesse. Les impulsions électromagnétiques des explosions réduiraient au silence chaque appareil numérique à travers les continents. Le monde moderne, dépendant de l'électricité et de l'information, serait réduit à l'obscurité. Puis vient la seconde vague ville, ports, centres industriels. Aux États-Unis, les cibles incluraient New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago et Houston. En Russie, ce serait Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk et les bases de missiles stratégiques en Sibérie. Chaque détonation créerait des tempêtes de feu, fusionnant en méga-incendies, consommant l'oxygène et générant des vents plus rapides que des ouragans. Les températures au point zéro atteindraient plusieurs millions de degrés Fahrenheit. Les corps humains se vaporiseraient avant que leur cerveau n'enregistre la douleur. En 1 heure, la guerre serait effectivement terminée. Il n'y aurait pas de vainqueur, seulement le silence. Pourtant, le véritable désastre ne ferait que commencer. L'hiver nucléaire, une conséquence involontaire des explosions, se répandrait sur la planète. La cendre et la suie, montant dans la stratosphère, bloqueraient la lumière du Soleil, plongeant les températures mondiales d'1 ou 2 degrés Celsius pendant des années. Les récoltes échoueraient, les animaux mourraient et les quelques survivants feraient face à la famine. La civilisation s'effondrerait non pas en un jour, mais dans une lente suffocation. Même les nations non impliquées ne seraient pas épargnées. Les vents transporteraient les radiations à travers les frontières, les océans et les hémisphères. Une frappe n'importe où est une frappe partout. Les scientifiques ont modélisé les conséquences à plusieurs reprises, et chaque scénario finit de la même manière. La biosphère ne fait pas de distinction entre les camps. La vérité terrifiante sur la guerre nucléaire n'est pas la facilité avec laquelle elle pourrait arriver, mais la vitesse à laquelle elle mettrait fin à tout ce que nous connaissons. Du premier avertissement à la dernière explosion, la chronologie se mesure non pas en jours ou en heures, mais en minutes. Cette brièveté est ce qui la rend permanente. La technologie a compressé l'extinction dans un calendrier plus efficace que n'importe quelle catastrophe naturelle. Si l'apocalypse nécessitait autrefois des dieux ou des astéroïdes, maintenant, elle n'a besoin que d'une décision, peut-être même une erreur. En ce sens, l'humanité a déjà écrit son propre chapitre final. Elle n'a simplement pas encore choisi quand le lire à haute voix. Après l'éclair et le feu, vient une obscurité différente de toutes celles que le monde a jamais connues. Les scientifiques l'appellent hiver nucléaire. Mais le nom ne capture pas le froid lent et sans fin qui suivrait. Quelques jours après un échange nucléaire mondial, la fumée et les cendres des villes en feu s'élèveraient dans la stratosphère. Des milliards de tonnes de suie formeraient un linceul bloquant la lumière du soleil, abaissant les températures mondiales entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Cela semble peu. Pourtant, dans l'équilibre fragile du climat terrestre, une telle chute serait catastrophique. Les cieux s'assombriraient et les saisons se briseraient. La lumière du soleil s'estomperait en une brume rougeâtre qui pourrait persister des années. Sans chaleur, les modèles de précipitation changeraient. Les rivières s'assécheraient ou gèleraient selon des rythmes non naturels. Les cultures se flétriraient dans les champs et les océans se refroidiraient, ralentissant les courants qui soutiennent la vie marine. Le monde ne finirait pas par des explosions, il mourrait de faim en silence. L'histoire offre déjà un sombre aperçu. En 1815, l'éruption du mont Tambora en Indonésie a projeté tellement de cendres dans le ciel que le monde a connu l'année sans été. Les températures ont chuté d'un peu moins d'1 degré. Pourtant, le résultat fut la famine à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les récoltes ont échoué, le bétail est mort et des millions ont eu faim. Un hiver nucléaire ferait paraître ce désastre miséricordieux. Tambora n'était qu'un seul volcan. 100 villes, brûlant simultanément, rempliraient l'atmosphère d'une fumée que la lumière du soleil ne pourrait percer. Les simulations des chercheurs en climat montrent à quel point la civilisation est vraiment fragile. Si même 100 détonations nucléaires se produisaient une fraction des arsenaux existants, la production alimentaire mondiale pourrait s'effondrer jusqu'à 50% en une seule année. En 3 ans,
2 milliards de personnes pourraient me nourrir de faim. Les radiations se déposeraient dans le sol et l'eau, contaminant l'approvisionnement alimentaire restant. Ceux qui survivraient aux explosions feraient face à la mort plus longue de la famine. Les océans, autrefois stabilisateurs de la planète, se retourneraient contre nous. Les retombées radioactives empoisonneraient les écosystèmes marins, tuant le plancton à la base de la chaîne alimentaire. Sans plancton, les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère déclineraient. La planète ne ferait pas que geler, elle suffoquerait. Les pluies acides, épaisses d'isotopes comme le strontium 90 et le césium 137, éroderaient le peu de vie restant au-dessus du sol. La migration humaine recommencerait, mais pas vers l'espoir vers la survie. Les gens fuiraient l'hémisphère nord pour les régions équatoriales, cherchant chaleur et nourriture. Les nations près de l'équateur deviendraient surpeuplées et instables, déclenchant de nouveaux conflits pour des ressources qui s'amenuisent. La maladie suivrait la famine, se propageant plus vite par la malnutrition et l'eau contaminée. Même les systèmes médicaux les plus avancés ne pourraient fonctionner sans électricité, fourniture propre ou sans non contaminée. Des voix religieuses s'élèveraient au milieu du chaos, interprétant la nuit sans fin comme une punition divine. Pendant des siècles, les écritures du livre de l'Apocalypse au Coran ont décrit le soleil s'assombrissant et les étoiles tombant du ciel comme des signes de jugement. Maintenant, la science accomplirait ces prophéties non par des miracles, mais par des équations. L'Apocalypse n'appartiendrait plus au mythe, ce serait le résultat direct du calcul humain. Dans ces premières années d'obscurité, l'économie mondiale cesserait d'exister. Les devises perdraient leur sens quand il ne reste plus rien à acheter. Les gouvernements se dissoudraient, les réseaux de communication échoueraient, et les survivants se regrouperaient dans des communautés isolées, gardant les réserves de nourriture en diminution comme des reliques sacrées. Le monde moderne, jadis bâti sur l'abondance, redécouvrirait la pénurie. Les conséquences environnementales s'étendraient sur des générations. Même si les nuages finissaient par se dissiper, la couche d'ozone aurait été déchiquetée par les oxydes d'azote des explosions. Le rayonnement ultraviolet se déverserait à travers l'atmosphère, stérilisant les cultures et aveuglant les animaux. Les forêts ayant survécu aux incendies mourraient de l'exposition, transformant des continents entiers en terres désolées. Pour l'humanité, la réalisation la plus dure ne serait pas qu'elle a causé la catastrophe, mais qu'elle aurait pu être évitée. Le même savoir qui a divisé l'atome a aussi averti de ce qui arriverait si nous l'utilisions. Scientifiques, théologiens et poètes avaient écrit sur cette fin depuis des décennies. Pourtant, les nations ont continué à s'armer au nom de la dissuasion. Quand l'obscurité finale tombera, il ne restera plus d'ennemis à haïr, seulement le reflet de nos propres décisions. L'hiver nucléaire n'est pas simplement une saison, c'est un verdict. Il nous dit que l'intelligence sans empathie mène à l'extinction. C'est le moment où le miracle de la raison humaine se retourne contre lui-même, prouvant que notre plus grande réussite était aussi notre erreur la plus fatale. La Terre continuera, orbitant autour du Soleil, comme elle l'a toujours fait. Mais la civilisation qui s'appelait autrefois éclairée pourrait n'être rappelée que par la poussière qu'elle a laissée suspendue dans sa propre nuit artificielle. Les premiers survivants d'une guerre nucléaire ne se sentiraient pas chanceux. Ils émergeraient de leurs abris dans un monde qui ne ressemblerait plus à la Terre. Les villes jadis étincelantes de lumière deviendraient des squelettes de béton et d'acier tordu. Le sol brillerait faiblement dans l'obscurité, non pas de l'électricité, mais des radiations persistant dans le sol et l'air. Le poison invisible césium, strontium, iode et plutonium saturerait tout, de la poussière à l'eau jusqu'à la chaîne alimentaire elle-même. La vie, telle que la biologie la définissait autrefois, serait réécrite par la décomposition. La maladie des rayons immédiates arriverait rapidement. Nausées, saignement des gencives, peau cloquée, cheveux tombant par poignées. Mais ce ne sont que les symptômes des vivants. Pour ceux qui survivent aux premiers mois, les blessures plus profondes viennent plus tard. Leur ADN porterait des mutations, des erreurs silencieuses transmises à leurs enfants. Les générations seraient marquées non par la culture ou la langue, mais par la difformité et la maladie. Les enfants de l'Apocalypse naîtraient sous une ombre génétique. Le monde a déjà vu des aperçus de cet avenir. En 1986,
L'explosion de Tchernobyl en Ukraine a transformé une région entière en un désert radioactif. Les forêts ont changé de couleur du jour au lendemain. Les animaux sont morts là où ils se trouvaient. Des décennies plus tard, loups, sangliers et même chevaux sont revenus, prospérant non pas parce que la terre était sûre, mais parce que l'humanité était partie. La nature reprend ses droits plus vite qu'elle ne guérit. De même, après la catastrophe de Fukushima en 2011, des villes japonaises entières ont été laissées figées dans le temps épicerie aux étagères pleines, terrains de jeu couverts de cendres, horloges arrêtées au moment de l'évacuation. Ces lieux ne sont pas des ruines, ce sont des avertissements. Une guerre nucléaire mondiale amplifierait ces tragédies au-delà de la compréhension. Les radiations contamineraient les rivières, les transformant en flux de morts. Les océans transporteraient les isotopes à travers les courants, empoisonnant poissons et récifs coralliens à des milliers de kilomètres. Des tempêtes de poussière remplies de particules radioactives encercleraient le globe pendant des années, garantissant qu'aucune région, aussi isolée soit-elle, ne reste intacte. Même la pluie brûlerait. La dépendance de la civilisation à l'électricité deviendrait sa perte. Les réseaux électriques détruits par les impulsions électromagnétiques ne pourraient pas être reconstruits facilement. Les satellites auraient disparu, la navigation inutile, la communication morte. Les hôpitaux, jadis symboles d'espoir, se transformeraient en morgues quand les médicaments s'épuiseraient. Sans réfrigération, sans eau propre, l'infection finirait ce que les bombes ont commencé. La ligne entre survivants et victimes se brouillerait jusqu'à disparaître entièrement. Certaines nations ont prévu cela. Profondément sous les Alpes, en Suisse, se trouvent des abris renforcés avec des portes en acier de 20 cm d'épaisseur et des murs de béton de plus d'1 mètre de profondeur. À l'intérieur se trouvent des filtres à air, des réserves d'eau et des rations conçues pour durer 6 mois. Ils représentent l'instinct de l'humanité à endurer à tout prix. Mais hors de ces montagnes, des milliards feraient face à l'extinction. La survie deviendrait une loterie tirée par la géographie et le hasard. Dans ce nouveau monde, la hiérarchie du pouvoir s'effondrerait. Les gouvernements disparaîtraient, les économies s'évaporeraient. Ce qui resterait serait de petites communautés, chacune luttant pour protéger la nourriture rare et l'eau propre. Le commerce reviendrait au troc. La langue elle-même pourrait se fracturer à mesure que l'isolement grandit. Avec le temps, la mémoire s'estomperait. Internet, livres, archives, tout cela pourrait disparaître en une génération. L'humanité retournerait à l'histoire orale, racontant des histoires non pas de Dieu, mais de feu. Les philosophes se sont souvent demandé si l'intelligence garantissait la survie. La réponse après l'éclair serait claire, non. Le même esprit qui a conçu les satellites et la médecine a aussi conçu l'extinction. L'évolution ne favorise pas la sagesse, elle favorise l'adaptation. Et pourtant, même au milieu de la dévastation, la vie persisterait. La mousse pousserait sur le verre fondu, les insectes reprendraient les ruines, et quelque part, peut-être, une unique pousse verte percerait le sol radioactif, un signe que la Terre pardonne plus vite qu'elle n'oublie. Mais les survivants, ces quelques âmes éparpillées, vivraient en sachant qu'ils habitent un musée d'erreurs. Chaque lever de soleil filtré à travers la brume leur rappellerait ce qui a été perdu. Ils respireraient, mais chaque souffle porterait le poids de l'expérience finale de l'histoire. Avec le temps, les enfants des survivants pourraient ne plus savoir ce qui a précédé les villes. La musique, les constellations de satellites qui éclairaient autrefois le ciel nocturne. Ils hériteraient d'un monde nettoyé de la mémoire, rebâti sur des cendres, bourdonnant encore faiblement de radiation. La vie après l'éclair ne serait pas un retour à l'âge de pierre. Ce serait quelque chose de bien plus étrange, une civilisation consciente de sa propre fin, marchant à travers les ruines de son intelligence. L'humanité pourrait survivre, mais le genre humain, non. L'espèce qui a jadis atteint les étoiles apprendrait à se cacher de son propre reflet, enterrée sous des couches de béton et de silence, se demandant si la survie sans sens est différente de l'extinction. Bien avant que la première bombe ne tombe, l'humanité avait déjà commencé à creuser dans la terre, cherchant la sécurité contre elle-même. L'image de la survie est passée du salut divin au béton armé et à l'air filtré. La Suisse est devenue le modèle mondial de l'endurance. En 1963, son gouvernement a adopté une loi
exigeant que chaque bâtiment inclue un abri anti-atomique. Ce qui a commencé comme une bureaucratie prudente est devenu une philosophie architecturale, une nation se préparant non seulement à la guerre, mais à la fin de la civilisation. Cachés sous les villages tranquilles des Alpes se trouvent des milliers d'abris, taillés dans le granit, leurs entrées scellées par des portes en acier de 20 cm d'épaisseur. L'air est purifié par des filtres chimiques capables d'éliminer les particules radioactives, et chaque pièce a des sas de pression pour empêcher la contamination. Profondément à l'intérieur, la température reste stable, les lumières artificielles, le monde réduit à des métriques de survie. Air, nourriture et temps. Parmi ces forteresses, l'une se dresse comme une légende, l'installation K20, construite pendant la guerre froide pour un coût de 259 millions de dollars. Enterrée à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle peut soutenir des centaines de personnes pendant 6 mois, sans contact extérieur. À l'intérieur se trouvent des systèmes de purification d'eau, des dortoirs, des rations alimentaires et même des unités médicales équipées pour la chirurgie. Ce n'est pas simplement un abri, c'est une civilisation préservée en miniature, construite pour attendre un monde qui pourrait ne jamais revenir. L'ironie la plus profonde est que le K20 n'a pas été conçu pour les masses, mais pour une élite dirigeants politiques, scientifiques et officiers militaires dont la survie était jugée essentielle pour la continuité. L'humanité, semble-t-il, s'est divisée même dans la préparation à l'extinction. Alors que des milliards brûleraient au-dessus du sol, quelques milliers attendraient en dessous, portant le fardeau de la continuité de l'espèce sur leurs épaules. Les abris n'étaient pas seulement des murs contre les radiations, ils étaient des miroirs reflétant l'inégalité à l'état pur. Autour du monde, d'autres nations ont suivi avec leurs propres bunkers secrets. Les États-Unis ont construit le complexe de Cheyenne Mountain au Colorado, une ville souterraine protégée par le granit. La Norvège a construit sa propre réserve de semences sur l'île de Svalbard, stockant des millions de spécimens de plantes dans le pergélisol, une police d'assurance génétique pour un monde sans agriculteurs. La Russie, longtemps obsédée par l'endurance, a construit des réseaux souterrains entiers sous Moscou, capables d'héberger des dizaines de milliers de personnes. La Chine a agrandi des forteresses de montagne pour les fonctionnaires du gouvernement, mélangeant secret et mythe. Ces sanctuaires, bien qu'impressionnants, révèlent une contradiction. Pour survivre à l'apocalypse, il faut déjà appartenir à la classe qui l'a causée. Le citoyen ordinaire ne verra jamais l'intérieur de ces murs. Les abris promettent l'espoir, mais seulement à ceux qui en ont le moins besoin. Pour le reste de l'humanité, la survie reste théorique. À l'intérieur des bunkers, la vie serait stérile et intemporelle. L'air recyclé sans fin, la nourriture emballée, les jours marqués non pas par la lumière du soleil, mais par des horloges électriques. Les conversations dériveraient vers la mémoire de cieux jadis bleus, d'océans jadis vastes. L'isolement mettrait l'esprit humain à l'épreuve plus que les radiations ne le pourraient qu'à jamais. Quand une société est réduite à la pure survie, elle risque d'oublier pourquoi la survie comptait. Les psychologues, qui ont étudié les communautés isolées, prédisent un lent effilochement. D'abord la coopération, puis la suspicion, puis le désespoir. Sans lumière du soleil, sans rythme naturel, l'esprit perd sa notion du temps. À l'intérieur d'un bunker, l'éternité n'est pas la paix, c'est la suffocation étirée sur des minutes. Les survivants pourraient vivre, mais ils ne seraient plus humains de la façon dont nous comprenions autrefois l'humanité. Même si le monde extérieur se stabilisait des décennies plus tard, la réémergence serait périlleuse. L'environnement pulserait encore de radiation. Les écosystèmes auraient muté. Les cultures pourraient ne plus pousser. Les animaux pourraient ne pas être comestibles. L'air lui-même pourrait brûler les poumons. Émerger des abris ne serait pas une renaissance, ce serait une expérience pour tester si la Terre accepte encore ses enfants. Pourtant, il y a une question troublante derrière toute cette ingénierie. Qu'essayons-nous exactement de sauver ? Si la survie signifie préserver notre espèce, mais perdre notre essence, alors que reste-t-il de la civilisation ? Les abris sous les montagnes peuvent protéger les corps, mais ils ne peuvent pas préserver le sens. Les gens qui émergeront hériteront non pas d'un monde, mais d'un tombeau d'ambition, une archive de jusqu'où l'humanité était prête à aller pour échapper à ses propres erreurs. Et c'est peut-être là
l'ironie ultime des abris. Il prouve que même au bord de l'extinction, nous croyons au contrôle. Nous creusons des tunnels et construisons des coffres comme si le béton pouvait survivre à la conscience. Mais aucun mur, aucune porte, aucune conception ne peut se cacher de la vérité que le danger n'a jamais été l'atome, c'était nous. Quand Albert Einstein a prononcé les mots, je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera combattue, mais la quatrième le sera avec des bâtons et des pierres. Il ne prédisait pas l'avenir, il décrivait la nature de l'humanité. La citation était à la fois une prophétie et une lamentation, une reconnaissance que la brillance technologique sans maturité morale ne mène pas au progrès, mais à la ruine. Dans cette simple ligne, Einstein a capturé le paradoxe de notre espèce. Nous créons plus vite que nous ne comprenons. Le monde moderne continue de vivre sous ce même paradoxe. Nous nous disons avancer parce que nous avons divisé l'atome, exploré d'autres planètes et cartographié le génome humain. Pourtant, les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse restent plus proches de minuit qu'à n'importe quel moment de ces 70 ans d'histoire. L'horloge, conçue en 1947 comme une métaphore du péril humain, est devenue une mesure littérale de notre arrogance. Elle compte maintenant en secondes, pas en minutes. Cela devrait nous terrifier. Pourtant, la plupart d'entre nous font défiler les gros titres comme si le temps lui-même pouvait être mis en sourdine. L'avertissement d'Einstein ne concernait pas les bombes. Il concernait la responsabilité. Il comprenait que la connaissance sans retenue transforme la création en autodestruction. Chaque percée scientifique depuis lors, que ce soit l'intelligence artificielle, le génie génétique ou l'informatique quantique, porte le même potentiel d'élever ou d'anéantir. Nous nous tenons à l'intersection de l'illumination et de l'extinction, tenant les mêmes outils qui pourraient guérir des maladies ou détruire des continents. La différence réside seulement dans l'intention. Quand la première bombe nucléaire a explosé au-dessus d'Hiroshima, ce n'était pas seulement un événement militaire, c'était un effondrement moral. L'humanité avait prouvé qu'elle pouvait mettre fin à sa propre histoire à volonté. Depuis lors, les nations ont construit plus d'ogives, écrit plus de traités et produit plus de justifications. Mais l'équation n'a jamais changé. La dissuasion, fondement de la paix nucléaire, est bâtie sur la peur, pas la confiance. Elle suppose que la survie dépend de la menace perpétuelle d'anéantissement. En essence, notre civilisation survit non pas parce que nous sommes sages, mais parce que nous sommes terrifiés. La tragédie est que la peur ne peut pas durer éternellement. Les générations nées après la guerre froide ont grandi sans comprendre le poids de cette menace. Pour eux, la guerre nucléaire est de l'histoire, pas un danger. Le souvenir d'Hiroshima s'estompe, les histoires de Tchernobyl se transforment en documentaires et l'horloge de l'Apocalypse devient un symbole d'arrière-plan sur le mur d'un scientifique. L'oubli, cependant, est sa propre forme de danger. L'absence de peur engendre la complaisance, et la complaisance est l'arme la plus silencieuse de toutes. Einstein croyait que le seul salut de l'humanité était l'empathie, une force qui ne peut être mesurée en mégatonnes ou en traités. C'est ce qui nous rappelle que chaque vie, chaque ville, chaque rêve est connecté par le même air fragile. Quand les dirigeants discutent de dissuasion et d'équilibre militaire, ils oublient souvent que sous les statistiques se trouvent des visages, des familles et des avenirs. Une seule ogive n'efface pas une cible. Elle efface des générations. Aujourd'hui, alors que nous regardons une fois de plus dans l'abîme de notre propre conception, nous devons décider quel genre d'espèce nous souhaitons être. L'Apocalypse n'est pas une prophétie gravée dans la pierre, c'est un choix écrit en code, en politique, dans chaque moment d'indifférence. Nous avons encore le temps, mais le temps s'est amenuisé. Chaque test, chaque menace, chaque arme attendant en silence rapproche cette horloge de minuit. Si la fin arrive un jour, elle ne s'annoncera pas. Il n'y aura pas d'avertissement final, pas de trompette divine, seulement le bourdonnement silencieux des machines et la brève lueur de lumière alors que l'humanité disparaît. Ce qui reste pourrait ne même pas être de la poussière, mais un souvenir des échos d'une espèce qui aurait pu choisir la sagesse, mais a choisi le pouvoir à la place. Et ainsi, nous revenons à la vision obsédante d'Einstein. L'avenir est encore entre nos mains, tremblant entre raison et ruine. La question n'est pas de savoir si nous pouvons survivre, mais si nous le méritons. Merci d'avoir regardé.
Que pensez-vous de ce sujet? Partagez vos pensées ci-dessous, j'aimerais entendre votre point de vue.